Bonsoir Jean-Philippe Plot. Bonsoir Serge Bouchard. Vous écoutez l'émission C'est fou. Au programme ce soir, le racisme, première partie. Oui, et une citation pour débuter du biologiste Bertrand Jordan tirée de son ouvrage L'humanité au pluriel, la génétique et la création des races, paru en 2008. Ouvrez les guillemets, la race est une notion remarquablement résiliente, fermez les guillemets. Et nous sommes remarquablement trop patients avec le concept. Ça, c'est vrai. Sur ce, bonne soirée à tous et à toutes sur... Ici, Radio-Canada. Première, c'est reparti. Alors, ce soir, pour aborder de front ce sujet décourageant c'est vrai. Et difficile, nous recevrons une chercheure de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, et détentrice d'une maîtrise en sciences biomédicales de l'Université de Montréal, Jenny-Laure Sully. Il sera question avec elle d'une forme virulente, bien que parfois très subtile, du racisme, le racisme systémique. Et puis se joindra à nous un peu plus tard notre collaborateur, professeur de philosophie au Collège Montmorency, Jérémy McEwan. Jérémy discutera avec nous de l'idée selon laquelle le contrat social est potentiellement raciste et évoquant au passage quelques rappeurs à avoir dénoncé la chose. Il va aussi nous parler de Montaigne. Ça vous fera plaisir, ça. Oui, ça va faire plaisir. Puis vous et moi, Serge, on se posera toutes sortes de questions nécessaires sur le racisme à la lumière, notamment des récentes élections présidentielles aux États-Unis. Il sera également question du racisme des Québécois, le tout alimenté par quelques archives tirées de la voûte de Radio-Canada. Quant à votre éditorial de la semaine, on devine facilement que le sujet vous a inspiré, Serge, le racisme ayant représenté le combat ultime de votre carrière d'anthropologue. Ah, c'est bien dit. Ouais. Merci de le souligner. Ça fait plaisir. Ça va s'intituler « Le petit pénis de Donald Trump ». Bon. Donc, soyez à l'écoute toute l'heure. Sur ce, voici notre adresse courriel pour nous joindre en studio. C'est fou@radio-canada.ca. On vous invite également à réagir sur les réseaux sociaux pendant l'émission en utilisant le mot-clic C'est fou et à nous visiter sur Facebook, facebook.com/ici c'est fou. Alors, c'est rare, mais notre sujet, de ce soir est malheureusement, j'ai envie de dire, d'actualité et risque de l'être pour les mois à venir s'il faut s'en tenir aux plus récentes déclarations du président élu aux États-Unis. Le racisme, donc, je le disais il y a quelques secondes, repose sur cette notion de race qui est tristement résiliente. On aurait pu penser qu'en 2016, dans cette société du savoir, que ce fléau serait derrière nous. Malheureusement, c'est pas le cas. Puis même si ça peut sembler évident, je propose qu'on se demande d'entrée de jeu qu'est-ce que le racisme. Et je vais tenter un premier élément de réponse en disant que c'est une construction sociale qui assoit ses fondements dans la biologie. Et là, je parle en tout cas pour ce qui est de la conception moderne là, du racisme. Oui, à la biologie, il faudrait ajouter aussi Oui, c'est très physiologique, c'est très biologique, c'est anthropométrique, mais ça touche aussi l'intellectualisme, c'est-à-dire le cerveau, l'intelligence, des choses comme ça. Maintenant, vous parlez de résilience. Le danger, le péché que nous commettons toujours, c'est de dire... C'est fini. C'est derrière nous, ça. Ce n'est pas le cas. C'est un monstre, le racisme, qui revient toujours. C'est comme si il fallait le repousser tous les matins en te levant. En disant, ça nous guette, là. Ça nous guette, c'est là, ça peut sortir. Il faut véritablement lutter contre cette forme vicieuse des rapports humains. Mais pourtant, avec le développement dans le monde du séquençage du génome humain, qui montre qu'il n'y a pas ou vraiment très très peu de différence entre les humains, on aurait pu croire que ça finirait par invalider les théories racistes, mais non. Évidemment, on ne réagit pas tous, vous et moi, les premiers, de la même manière devant la maladie, mais les différences entre les humains ne rendent pas possible l'identification des races, comme chez les chiens notamment. Alors, la question qu'on se pose, que je me pose en tout cas, qu'est-ce que ça va nous prendre collectivement pour sortir de ce cercle vicieux-là, pour mettre fin à cette quête
raciste, là? C'est difficile parce que vous parlez de science. La science démontre, la nouvelle science, la génétique et tout démontre une chose, c'est que les races n'existent pas. Ouais. La race, c'est un concept inventé par les racistes. Évidemment, c'est inventé. La pureté de la race même n'existe pas, puisque l'être humain moderne, l'être humain depuis toujours est un métis ambulant qui a avantage à se métisser. Et surtout, ce qui est plus grave aujourd'hui, en 2016, puis ce qui se passe aux États-Unis en est un exemple d'école. C'est un cas d'école. C'est que la pseudo-science est plus forte que la science. Ouais. C'est-à-dire, la science va vous dire quelque chose, la pseudo-science va vous dire le contraire. Vous allez choisir, vous allez pas, là, mais C'est-à-dire qu'il y a une tendance il y a une vers ça en ce tendance moment. à croire. Tu sais, c'est comme les pseudo-faits. Tu sais, des petites phrases comme ils sont moins intelligents. C'est lourd de Et sens, là, ça. les études le démontrent. Méfiez-vous de ça. Serge, en préparant l'émission cette semaine, je suis tombé évidemment sur certains ouvrages de Claude Lévi-Strauss, dont Race et Histoire, qui a été écrit au moment où l'UNESCO prenait position contre l'utilisation même du mot race. On est alors en 1952, c'est pas rien. Malgré ça, en 2016, on disait le mot est encore largement utilisé. Fait intéressant, Lévi-Strauss s'attaquait en 52 à celui qu'on qualifie souvent de père du racisme, Joseph Arthur de Gobineau, et à son essai sur l'inégalité des races humaines. Juste le titre fait peur. Lévi-Strauss réfutait notamment sa thèse selon laquelle il y a 3 grandes races, la noire, la blanche et la jaune, le tout en s'appuyant sur la notion de diversité culturelle. Puis il va écrire cette phrase magnifique: « Le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. » Tout à fait. Et ça, c'est du Lévi-Strauss. Mais vous voyez, ça a longtemps été démontré, depuis longtemps, même avant la génétique et les études modernes de génétique, que la notion même de race était quelque chose de très mal défini. C'est pas vrai que c'est bien défini. Et c'est pas vrai qu'il y en a une de meilleure que l'autre, qu'il y en a une qui est plus belle que l'autre, qu'il y en a une qui est plus ceci que l'autre. C'est pas vrai. Tout ça est faux. Cependant, la résilience des théories de Gobineau, sur lesquelles on va revenir d'ailleurs en circuit fermé, la résilience des idées de Gobineau fait que ça demande, quand est-ce qu'on va venir à bout de ces sornettes? Il ne faut pas oublier que le mot race était utilisé partout, mur à mur au 20e siècle. Bon, on ne parlera pas des nazis, l'exemple est trop évident, mais on peut parler des nationalistes qui utilisent anglais ou français au Canada, qui ont longtemps utilisé la race canadienne-française, et puis le fameux peau rouge, la race rouge. Je ne sais pas si on était chercher ça, j'ai jamais vu un rouge se promener, mais la race rouge. À Gobineau, qui écrit, vous l'avez mentionné, avec un titre effrayant, l'essai sur l'inégalité des races humaines, un document de presque 1000 pages. Que vous avez lu d'ailleurs, je pense. Oui, on l'a étudié en anthropologie, en 1855. Il faut savoir qu'en 1885, un auteur haïtien, un savant haïtien, Anténor Firmin, a publié 700 pages, Essai sur l'égalité des races. Ah non, ça, c'est bouleversant. Ça, c'était l'époque où on se répondait par livre. Mais c'était audacieux de la part... C'était la réponse, la vraie réponse. Serge, au Québec, il y a une sociologue, Micheline Labelle, qui enseigne à l'Université du Québec à Montréal, qui s'intéresse à cette question-là de l'utilisation contemporaine du mot race. Elle dénonce le fait que ce mot-là soit encore utilisé dans le discours commun, oui, mais également à l'université, dans les politiques publiques, dans les médias aussi. Elle propose en échange l'expression processus de racialisation pour décrire un processus historique qui a permis de faire des traits biologiques humains des éléments permettant de hiérarchiser l'humanité. Donc, processus de racialisation plutôt que race, ça me semble pas fou parce que l'idée, c'est de souligner ou de surligner que c'est une construction ou un processus. Ben, c'est pas la plus... Ça va être dur en rentrer dans un poème, le processus de Mais pour ce qui est de l'université, par exemple, ou des politiques publiques, ce qu'on disait tout à l'heure, parler de ça plutôt que de race. C'est exactement... On ne devrait plus utiliser effectivement le mot race parce que ça n'existe pas comme tel, à moins d'être eugéniste. C'est-à-dire de dire, on va travailler sur les humains, puis ça, c'est un vieux rêve humain à rien. Juste les plus belles personnes vont se reproduire, les moins belles se reproduiront plus. Puis c'est quoi la plus belle? Ben, la plus belle, ça va être une blanche, blonde, avec un blanc, avec des cheveux.
En tout cas, moi, j'ai des critères. Mais ça s'appelle l'eugénisme, qui est une autre forme. On parlait de l'utilisation du mot race à l'université, dans les politiques publiques, dans les médias. Là, on n'a pas le temps d'en parler très longtemps, mais on le retrouve aussi dans le discours des policiers qui parlent de suspects de race noire, suspects de race blanche. À les entendre parler, parfois, on se dit, bon, il y a juste deux races. Non, mais c'est le travail de policier, c'est d'avoir des yeux puis de commencer à catégoriser. Il faut bien que tu le dises. Là. Mais tu vas dire quoi? Bon, il était-tu noir? Il était on n'entendra jamais race jaune, vous remarquez, dans leur point de presse. C'est vrai. Puis, mais il va demain. Écoutez, dans le discours raciste aux États-Unis actuellement, le monsieur là, qui va travailler à la Maison-Blanche, Stephen Bannon, il déteste les Asians. Ah, c'est épouvantable. Alors là, ça, il n'y a pas dit jaune, là, mais c'est quasiment ça. C'est ça. Dans quelques instants, la chercheure de l'IRIS, Jenny-Laure Sully, nous fait le plaisir de se joindre à nous. Monsieur Costicella, votre livre qui vient d'être annoncé aujourd'hui à Ottawa a pour titre Le scandale des écoles séparées en Ontario. Pourriez-vous nous dire en quoi, selon vous, consiste ce scandale? Ce scandale consiste en ce que les Canadiens français de l'Ontario sont les victimes d'un véritable racisme de la part de la majorité anglo-saxonne. Est-ce à dire que votre livre ne traite que du problème scolaire, c'est-à-dire celui des écoles séparées en Ontario? Non, il traite de tous les aspects de ce racisme, de ses causes, de ses conséquences. Et en particulier de la question scolaire, car c'est là le plus odieux, les victimes étant des enfants innocents. Alors, c'était un extrait du Radio-Journal de Radio-Canada datant du 17 octobre 1962, dans lequel il est question de l'ouvrage « Le scandale des écoles séparées en Ontario » que venait de faire paraître à l'époque Joseph Costicella, qui se penchait sur l'infâme règlement 17, c'est le cas de le dire pour tous ceux qui nous entendent en Ontario. Le mot infâme est bien choisi, qui empêchait les professeurs au début du siècle dernier d'enseigner et de parler le français dans les écoles ontariennes pendant plus de 15 ans. La situation a duré. Notre première invitée ce soir s'intéresse à ce type de racisme qu'on qualifie de racisme systémique. Elle est chercheure à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Elle a fait également des études en anthropologie, ce qui la rend extrêmement sympathique. Jenny-Laure Sully, bonsoir, bienvenue à C'est Fou. Bonsoir. Bonsoir. Merci de m'inviter. Ben oui, on est très contents. Alors, on a tendance souvent à penser que le racisme est à la base d'un point de vue individuel. T'es raciste, il est raciste. Il y a aussi, beaucoup plus important, me semble-t-il, la position d'une institution dans l'histoire, ou de la société en général. On parle alors de racisme systémique. Les deux existent, bien sûr. Lequel vous haïssez le plus? Le racisme systémique fait beaucoup de dommages. Ouais. Pour moi, c'est clair que c'est le racisme systémique qui est réellement le problème le plus auquel on doit s'attaquer, en tout cas. Quand on parle d'attitude et qu'on se concentre sur l'aspect individuel d'une personne qui exprime des idées ou des attitudes racistes, c'est un peu contre-productif et même c'est en fait s'assurer que on n'avance pas dans la lutte antiraciste que de se concentrer sur l'aspect individuel de la chose. C'est ça, parce qu'il n'entendra jamais celui qui ne veut pas entendre. Effectivement. À un moment donné, tu perds ton temps. Parce que, contrairement à ça, la question du racisme systémique, ça pose la grande question du pouvoir, en fait, qui est attribué aux racistes, qui est devenu légitime par une institution, par un État. Et ça c'est vraiment le cœur du problème, là. Tout à fait. Et moi, j'ai eu dernièrement à faire une présentation au Congrès de formation de la CSN et je commence toujours mes présentations sur la question du racisme systémique en citant Stokely Carmichael, qui est un activiste des années 60-70 qui a fait partie du Black Panther. Et lui, il disait que si un homme blanc veut me lyncher, c'est son problème. Mais si cet homme blanc a le pouvoir de me lyncher, c'est mon problème. Oui, donc, le racisme... Méchante nuance. Tout à fait. Donc, vraiment, le racisme, c'est pas une question d'attitude, c'est une question de pouvoir. Oui, il y a des attitudes racistes, mais à la limite, on s'en fout. Si une personne a vraiment le pouvoir de discriminer, de faire du tort, de tuer des gens en raison de ses idées racistes,
c'est vraiment là que se situe le problème. Mais est-ce que, pardonnez-moi Serge Genillard-Sully, est-ce qu'on a moins conscience collectivement de cette réalité-là qu'est le racisme systémique, contrairement au racisme, disons, individuel? Est-ce que c'est plus subtil? C'est moins visible, ça saute moins aux yeux. C'est sûr que quand une personne raciste va utiliser l'insulte, là, on va se dire, ah, voilà, on voit le racisme. Tandis que le racisme des institutions qui se manifeste dans des pratiques au niveau des institutions comme l'école, la police, le système de judiciaire, c'est peut-être plus difficile pour monsieur et madame tout le monde de voir et de mesurer ce racisme-là. Mais maintenant, si on donnait des exemples concrets là, dans notre société moderne, même dans la société au Canada, au Québec, pour qu'on se comprenne bien, là, parce que c'est vrai, on le voit pas, là, on pense pas à ça. L'autre, le geste raciste individuel est spectaculaire. Ben, le reste, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Ouais, ou peut-être qu'on veut pas le voir aussi, parce que vous dites effectivement c'est plus subtil, mais il suffit d'ouvrir les yeux un peu pour se rendre compte que c'est là. On parle de profilage, par exemple. Oui. Ça, c'est une réalité qui s'installe, mais on ne va pas le mesurer, on ne va pas le toucher. C'est quelque chose, c'est comme dans l'air. Ben, le profilage racial, c'est des pratiques qui vont souvent s'appuyer sur des règlements. On a vu dernièrement une situation à Montréal-Nord. En fait, c'est même pas nouveau. Ça fait très longtemps qu'à Montréal-Nord, il y a un règlement anti-flânage. Parce qu'on présume que le flâneur est un criminel en puissance. Je ne sais pas si c'est qu'on présume que le flâneur est un criminel. Je me demande si c'est carrément pas un prétexte pour intervenir davantage dans une communauté. Un outil qui est à leur disposition. Voilà, quand on a un règlement qui criminalise un comportement aussi répandu et aussi normal que le fait de flâner, même dans un parc, on se retrouve à ce moment-là outillé, si on est un policier, pour intervenir beaucoup plus facilement dans cette communauté où il y a ce règlement-là qui a été adopté. Donc, ça, c'est le policier qui fait du profilage racial obtient ce pouvoir d'intervenir davantage dans une communauté grâce à un règlement qui a été adopté par des élus au niveau municipal. Mais on peut penser qu'en principe, le policier lui-même n'a pas intérêt à faire ça. Il n'y a pas... Lui, moins qu'il va intervenir, mieux c'est. Finalement, une société en paix, c'est une société en paix. Un flâneur, on peut faire un poème sur la flânerie. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi on s'acharnerait à dire, là, je veux vraiment intervenir, avoir plus de pouvoir pour toujours plus intervenir auprès de la communauté noire, par exemple, ou une communauté ciblée. De toutes les façons. Bon, individuellement, c'est effectivement quelque chose qu'on pourrait se dire. Pourquoi est-ce que moi, je voudrais plus intervenir? C'est ça. Il y a sûrement un policier qui, à titre individuel, se dit il n'y a pas de raison pour que moi, j'intervienne davantage à Montréal-Nord plutôt qu'ailleurs. C'est ça. Par contre, là, on parle de directives qui vont au-delà de la décision individuelle de ce policier. Voilà. Donc, c'est comme l'étiquette, ça. Et tout à fait, comme les contraventions. Quand il y a des directives qui sont établies et puis qu'on s'attend à ce que le corps policier, dans son ensemble, se comporte d'une certaine façon, c'est très difficile pour l'individu de sortir du moule. Genillard-Sully, récemment, vous avez fait une sortie dans le journal Le Devoir dans laquelle vous critiquiez les ordres professionnels québécois en affirmant qu'ils font à leur manière du racisme systémique à l'égard de certaines communautés. Deux questions. Qu'est-ce qu'ils font concrètement ou qu'est-ce qu'ils ne font pas? Mon collègue Guillaume Hébert et moi, on a travaillé sur la question des ordres professionnels en général. Ouais. Donc, on a regardé l'historique, on a regardé les rapports annuels des ordres professionnels. Donc, ça portait pas précisément au départ notre étude sur la question du racisme ou bien du manque d'intégration des communautés. Ouais. Exactement. Ça portait pas là-dessus. On voulait regarder le code professionnel de façon générale
général, et on s'est rendu compte que il y avait des manquements. Notamment, les ordres professionnels sont là pour, en tout cas c'est ce que disent leur mission, pour la protection du public. Oui, Et ce qu'on remarque, par exemple, avec la question de la reconnaissance des diplômes, des professionnels, des immigrants qui viennent ici au Québec et qui tentent justement de s'intégrer en tant que médecins, ingénieurs, on remarque que les ordres professionnels, dans ces cas-là, mais dans d'autres cas aussi, ont tendance, plutôt que de protéger le public, ils ont tendance à protéger des chasses gardées. Protéger des acquis, là. Tout à fait. Donc, il y a beaucoup plus qui pourrait être fait pour s'assurer qu'il y a effectivement une reconnaissance des diplômes des professionnels qui viennent d'immigrer au Québec. Et, donc, on parle par exemple de gens qui arrivent ici avec des diplômes de médecins ou de dentistes et qui finalement deviennent hygiénistes dentaires ou... Voilà, ou qui ont à recommencer leurs études. Et c'est un long processus. Et donc, il y a des obstacles qui sont mis sur les chemins de ces gens-là en matière d'intégration. Et c'est pas uniquement les gens qui pourraient faire partie d'un ordre professionnel, c'est les immigrants en général. Et très souvent, ce qu'on remarque, c'est que il y a une surqualification chez les immigrants nouvellement arrivés. Et malgré ça, c'est très difficile pour les immigrants d'intégrer le marché de l'emploi. Souhaitons qu'il y ait un débat public intelligent qui nous fasse avancer à ce sujet. Jenny Laure Sully, chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique l'IRIS. Merci d'être passé dans nos studios assez fous un dimanche soir. Et à une prochaine fois. Merci à vous. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. L'émission C'est Fou est sur Facebook. Facebook.com/Ici c'est fou. Aimez-nous. Selon un sondage effectué par la firme Sorecom pour le compte de la station radiophonique montréalaise CKAC, une forte proportion de la population québécoise serait raciste envers les Noirs. Les résultats du sondage démontrent que 65% des personnes interrogées hésiteraient à vivre dans un quartier majoritairement habité par des Noirs. De plus, la moitié des Québécois hésiteraient à épouser une personne de race noire ou n'aimeraient pas que leur enfant fasse un tel mariage. Enfin, plus de la moitié des répondants estiment que les troubles raciaux deviennent inévitables lorsque la société accueille trop de gens d'une minorité raciale. Alors, je dois vous avouer que cet extrait du Radio-Journal de Radio-Canada m'a surpris cette semaine quand je l'ai entendu. C'est que du haut de mes préjugés, Serge, j'avais pas l'impression et le souvenir qu'on pouvait entendre au pays des choses de la sorte aussi récemment qu'en 1988. Avant d'aller plus loin, d'ailleurs, la voix qu'on entendait, c'était celle du journaliste Raymond Archambault. Cela dit, Serge, est-ce que les mentalités ont changé? Est-ce au contraire la rectitude politique qui a fait son travail et qui masque le fait qu'aujourd'hui les gens pensent encore comme ça? Chose certaine, j'ai l'impression qu'un sondage comme ça ne donnerait plus aujourd'hui des résultats aussi clairs. La première question porte sur la popularité des sondages et sur la valeur d'un résultat de sondage. Moi, je pense que la situation est beaucoup plus subtile, beaucoup plus compliquée, beaucoup plus... c'est gros, les chiffres qui sont mentionnés. On est en 1988. Ça dépend de ce que vous faites, ça dépend quelle question vous posez, puis comment vous... Quand même... Moi, ça me choque. Là, tous ces gens qui disent qu'ils ne voudraient pas habiter dans un quartier, majoritairement... Oui, mais moi, ça me choque de l'entendre parce que je me dis, j'ai vécu dans ces sociétés-là. Le Québec est une société... Les racistes sont là. On peut parler de racisme systémique, mais de parler de société raciste, parce que là, c'est presque ce qui en découle. Moi, j'en doute. Là. Je vous dis, ça prendrait de meilleures analyses socio-anthropologiques et sociologiques qu'un sondage de Sorecom. Moi, je m'appuierais pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends tout à fait. Néanmoins, c'est vrai. Là. Néanmoins, il y a cette relation, cette présence et ce discours de discrimination face à la diversité, et notamment face aux Noirs dans le cas qui nous occupe, mais vous voyez qu'on parle aussi d'immigration. D'immigration. C'est très, très moderne, ça. Le discours...
vais-je me perdre là-dedans? Suis-je en train de me perdre là-dedans? Suis-je inconfortable là-dedans? Et l'autre qui dit, non, ça va aller, y a pas de problème. On est tous pareils, puis ça va aller très, très bien. Et les effets réels de la diversité culturelle, parce que la diversité culturelle, c'est quelque chose qui t'amène quelque chose. Parce que ce quelque chose, tu le rejettes, ou le contraire, tu plonges là-dedans, puis tu dis, hey, c'est le fun en maudit. Avant ça, on savait pas ça. Tu sais, on parle de cuisine, on parle d'idées, on parle de chansons, on parle de 1000 choses, d'architecture. C'est intéressant. D'ailleurs, Serge, on parlait plus tôt de la sociologue Micheline Labelle de l'Université du Québec à Montréal qui dénonçait le fait que le mot race continue d'être utilisé dans le monde des médias, notamment. Là, ça fait quelques années, mais quand même, en 1988, dans cet extrait-là du bulletin de nouvelles de Radio-Canada, on le retrouvait. On le retrouve encore parfois dans quelques nouvelles ici et là. Je reviens là-dessus, mais c'est très important de faire attention au choix des mots. Les mots ne sont pas innocents et c'est sans parler de l'imaginaire canadien-français qui a longtemps comporté des expressions ou des associations fortement teintées, comme on l'entend ici. À quelqu'un qui aime se faire servir, nous dirons par exemple « Il te faudrait un nègre » ou « Je ne suis pas ton nègre ». D'un ami trop près de ses sous, nous penserons qu'il est un peu juif sur les bords. Certaines images aussi, bien ancrées dans la tradition. Le noir paresseux et obsédé sexuel, le juif libidineux et vénal, l'arabe crasseux et voleur, le chinois dissimulateur et sans scrupules, etc. Alors, la voix qu'on entendait était celle de Michel Favreau qui livrait pour l'occasion un billet radiophonique sur les attitudes racistes souvent inconscientes dans notre société. Ce sont là, j'ai l'impression, des choses que vous avez entendues beaucoup dans votre jeunesse, Serge, et qui évidemment étaient très lourdement chargées de sens. C'est-à-dire qu'il faut revisiter les expressions qui étaient populaires, traditionnelles. Tu sais, avoir un plan de nègre, par exemple. Ouais. Ça, je l'ai entendu jusque dans ma jeunesse. Avoir un plan de nègre, ça dit ce que ça dit, tu sais. Et ma mère nous disait souvent, quand elle était en maudit puis qu'elle courait après nous autres pour nous donner un coup de bâton, elle nous parlait, elle nous traitait de petits juifs. Ah ben, mes petits juifs. Bon, là, tu sais, ça rentre dans les traditions, dans les... Il y a un ménage à faire dans ça. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait? Ben non, parce qu'on fait rien, en fait. Bon, est-ce que ça changerait grand-chose de jouer sur les mots? Mais comme vous avez dit, les mots sont pas innocents quand même. Non, c'est ça. C'est comme... mais, puis surtout au Canada, dans le vieux Canada français traditionnel, c'est intéressant parce que là, le Canada français traditionnel, c'est une ethnie qui a été victime de racisme. Ouais. Donc, tu sais, c'est quasiment de te faire dire que... vous voyez les théories, les fameuses théories racistes. On parlait des Noirs, des Juifs libidineux, mais des Noirs portés sur le sexe. C'est une vieille idée, ça. Mais on disait ça. Mais les racistes portent ça. T'es pas intelligent, mais tu vas faire des enfants. Moins tu es intelligent, plus tu vas faire d'enfants. Mais les Canadiens français, ça avait des familles de 16, de 18. Fait que c'était porté sur la chose pas à peu près, là. Ça veut dire qu'ils étaient équipés pour veiller tard, comme on dit. Et puis, on le dit au Canada, on est assis sur le socle de la discrimination envers les Indiens. Puis la loi sur les Indiens est fondée sur une chose. La tutelle est fondée sur une chose, l'incapacité intellectuelle des Indiens d'être des citoyens normaux. C'est quand même formidable. Tu sais, c'est une urgence nationale d'avoir un débat là-dessus. C'est pas des farces, là. Mais je répète, un débat intelligent. Là. Tu ne vas pas t'asseoir autour d'une table avec un raciste en J'espère face. que ce sera entendu. On vous sent très habité par ce sujet-là depuis... Mais comme vous l'avez dit, j'ai passé ma oui. vie. Vous parlez à un missionnaire. Ben, vous faites bien, Serge. En terminant, vous connaissez, chers auditeurs, chères auditrices, ma passion pour les archives et la perspective socio-historique que ces archives-là donnent au sujet qu'on traite ici. Alors, préparez vos oreilles. J'ai retrouvé cette semaine un vox pop datant de 1967 portant directement sur le racisme. C'est tiré de l'émission de télévision intitulée Le Beau Sexe. On écoute. Qu'est-ce que c'est pour vous, le racisme? Oh, le racisme, c'est aimer toutes les races, je suppose, là. Et si vous aviez une fille, est-ce que vous lui laisseriez épouser un noir? Oh, non. Non? Non, épouser un noir, ça se fait pas. Pourquoi? Ben, des coutumes, c'est épouser en blanche, en blanc, n'est-ce pas? Ah bon? Oui. Et un juif? Encore moins. Moins? Moins. Pourquoi? Je sais pas si c'est le fait de dire le nom juif, je sais pas. Non, non. Pourquoi? Parce que je sais pas, je serais pas capable. J'aime pas ça, les personnes trop noires. Pas les noirs, ni les...
Mais encore moins les Russes parce qu'ils veulent nous faire du trouble. Ben, je sais pas. Alors, vous êtes raciste? Oui. Bien là, ça tombe plus dans le côté raciste, ça tombe dans le côté couleur. Il y a trop une grosse différence, je trouve. C'est la couleur qui vous gêne? Oui, il y aurait trop gros contraste. Alors Serge, si les résultats du sondage dont on parlait précédemment et qui datait de 1988 pouvaient nous surprendre, là, dans ce qu'on vient d'entendre, évidemment, le clivage est encore plus important. Mes oreilles de gars qui a 40 ans ou presque ont de la difficulté, je vous dirais, à concevoir qu'on a pu réellement penser comme ça au pays en même temps, à quelques mots près et en changeant l'accent. C'est ce qu'on entend de la bouche de certains partisans de Donald Trump. Ben, c'est-à-dire, oui, on pourrait penser au ralliement de Donald Trump. On entend ça maintenant. Là. Ce qu'on entend de ça, c'est 1967. Ouais. Mais vous entendez les personnes ignorantes. Là. C'est des ignorants qui parlent. C'est pas normal d'être ignorant comme ça. Là, mais c'est naïf. C'est comme ça. D'autant plus que rien n'est vrai dans tout ça. Ça n'existe pas, un noir. Ce qui existe, c'est on sait qu'il y a des pigmentations de peau. Il y a des gens qui sont plus ou moins noirs. Il y a des gens, comme ça n'existe pas un blanc. Alors, quand on aura l'humanité, on sera rendu au point où on arrêtera de se parler de noir à blanc, à chocolat, à jaune, à rouge, à gris, à bleu. Quand on aura arrêté de faire ça, puis qu'on sera considéré comme des humains, qu'on se regarde dans les yeux, on n'aura pas des vox pop comme ça en disant non, il y a trop de différences de couleurs. Comme ça, on choisissait un rideau de salon. La leçon est bien entendue. Ben, j'espère. Mais non, ça ne donnera rien. La résilience du racisme, vous savez. Ça va revenir, le mot race. Si vous avez envie de prolonger la réflexion avec nous sur le sujet, c'est très simple. Facebook.com/. Ici, c'est fou. Vous écoutez l'émission C'est fou sur Ici Radio-Canada, première. Back in the days, sur de 1604, Champlain débarque avec à son bord un black. Mathieu d'Acosta dit l'interprète, il parle micmac, français hollandais. En 1629 arrive Olivier le Jeune, premier esclave répertorié dans la jeune ville de Québec, au moins 10. À 28 ans, Ali Ndiaye est un pionnier de la scène hip-hop dans la vieille capitale. C'est un des membres fondateurs du collectif Limoilou Stars. Dans Québec History X, j'aborde un peu l'histoire qu'on connaît pas de la province de Québec, c'est-à-dire la présence des Noirs depuis les débuts de la colonie. Donc, entre autres, l'interprète de Samuel de Champlain, Mathieu d'Acosta, était un Africain qui venait de l'Afrique de l'Ouest. Alors, c'était un extrait d'un reportage de notre recherchiste Mathieu Fournier, mais datant de 2009, diffusé à l'excellente émission Vous êtes ici, qui est animée par Patrick Masbourian. Ali Ndiaye, alias Webster, mélangeait ici histoire et hip-hop. Notre prochain invité, lui, mélange philosophie et hip-hop au Collège Montmorency dans un cours intitulé, justement, Philosophie du hip-hop. Jérémy McEwen, bonsoir et re-bienvenue à C'est fou. Merci, bonsoir. Jérémy, et puis je suis vraiment convaincu que ça a plu à Serge aussi. Ali Ndiaye, alias Webster, fait de la musique, mais fait aussi œuvre pédagogique très utile en évoquant ici un oublié, un remarquable, un oublié de l'histoire, en tout cas des Noirs au Canada. D'ailleurs, si vous me permettez, Jérémy, j'aurais une petite question pour Serge. Qu'est-ce qui explique un tel oubli comme ça? Est-ce que c'est la pression du clergé de l'époque qui possédait notamment des esclaves noirs? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ce serait très, très long de donner l'explication. On va commencer par dire qu'il y a une sorte de paresse intellectuelle, puis l'histoire s'intéresse personne, puis l'histoire des Noirs. Connaissez-vous l'histoire des Chinois du Canada? Ça fait partie de l'histoire du Canada, les Chinois, là, tu sais, c'est pas une anecdote. Olivier le Tardif, qui est Olivier le Jeune, c'est les deux premiers étudiants dans une école au Canada. C'est un montagnais et un noir africain, qui est peut-être de Madagascar. C'est quand même pas rien. Un Amérindien et un Noir qui vont à l'école. Quand on dit qu'on cherche des héros, là, la communauté noire ici a quelqu'un... Il y avait Mathieu d'Acosta, on a peu d'informations, mais là, ça cible quelque chose de formidablement intéressant. On serait beaucoup plus intéressant si on jasait entre nous de toutes ces affaires-là. C'est une forme de racisme, ça, clairement. Alors, Jérémy, on devine qu'un cours de philosophie du hip-hop, c'est un outil très intéressant pour réfléchir au racisme, notamment à celui dont on fait preuve certains...
des plus grands philosophes, des plus grands intellectuels. Ben, tout à fait. Ben, ce que je fais dans ce cours-là, finalement, l'axe principal que je prends, c'est de prendre des grands rappeurs, là, les plus importants, je dirais. Là, je prends les Tupac Shakur, Public Enemy, NWA, et je fais un parallèle avec la tradition qu'on dit du réalisme politique, c'est-à-dire Machiavel, Carl Schmitt et Thomas Hobbes. Pour NWA, qu'est-ce que ça veut dire? N, c'est un terme dérogatoire pour parler des Noirs que je ne prononcerai pas. With Attitude. Et pour interpréter une chanson très particulière de ce groupe-là qui s'appelle Fuck the Police, je prends la philosophie de Thomas Hobbes, la philosophie du contrat social. Philosophie du contrat social de Thomas Hobbes, on est vraiment schématiquement là, on est dans un état de nature, dans l'état, disons, primitif, pré-gouvernemental. On a un contrat social, puis ensuite on a la société civile. Ce que dit finalement NWA dans sa chanson Fuck the Police, c'est que ce contrat social-là ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que dans un contrat social, ça prend finalement des membres égaux. Les signataires du contrat social doivent être considérés comme égaux quand ils signent. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et à Los Angeles, d'où vient NWA, à Los Angeles en 1988, c'est la date de la pièce, il y a une ségrégation raciale immense dans les communautés défavorisées de Los Angeles. Pourquoi? Parce que c'est l'épidémie, c'est une véritable épidémie du crack. Ce dérivé de la cocaïne, moins dispendieux, qui vraiment fait des ravages dans les quartiers pauvres, à majorité noirs. Et donc, les Noirs, dans ces quartiers-là, sont victimes de profilage racial intense. Là, il faut se rendre compte, la police se promenait avec un char d'assaut, avec un bélier dessus, pour défoncer des appartements qui croyaient qu'il y avait des laboratoires où on faisait du crack. Et voilà. Puis forcément, on se trompait des fois. On défonçait le mauvais mur, puis bon, il y avait vraiment un climat de peur. Et donc, Ice Cube a cette idée de faire cette pièce Fuck the Police, et c'est donc de remettre en question le contrat social de Thomas Hobbes. C'est ce que je présente dans mon cours de philosophie du hip-hop, mais je lisais cette semaine un essai qui confirme ce que je raconte dans mon cours. C'est une professeure au Georgia State University qui s'appelle Barbara Hall, qui écrit l'essai Race in Hobbes. Et puis elle arrive exactement aux mêmes conclusions. Elle dit, quand on lit le Léviathan de Hobbes, qui date de 1651, ce dont on se rend compte, c'est que son contrat social, il est pour blancs européen. Son idée de contrat social. On vient toujours à ça. Elle est colonisatrice, finalement. Puis on peut trouver le texto dans le texte de Hobbes, on peut trouver vraiment une citation qui ne pourrait pas être plus claire. Il dit, vous voulez savoir à quoi ça ressemble, l'état de nature avant le gouvernement? Vous voulez savoir, l'espèce d'anarchie de tous contre tous? Il dit, allez voir en Amérique les sauvages. C'est ce qu'il dit. Avant le gouvernement, c'était à ça que ça ressemblait. Ce que je comprends pas, c'est que ces auteurs ont écrit, puis il n'est pas le seul. Non, du tout. Ils sont très, très nombreux. C'est des grands intellectuels au fondement de la pensée philosophique de l'Occident. Absolument. Ils ont écrit ce genre de choses. C'est comme Trump qui dit des bêtises pendant 2 mois, puis on les oublie. Finalement, il va faire un président pas pire. Non, il peut pas faire. Mais ces gens-là, ça inclut Voltaire, Hobbes. L'homme est un loup pour l'homme. Et on part du principe qui est fallacieux. À propos des loups, je vous vois venir. Des loups, mais des Indiens d'Amérique, puis de sociétés sans État. Les sociétés sans État étaient organisées. Voilà, exactement. Ils étaient civilisés d'une autre façon. On va souvent dire aussi que c'était une autre époque. Non, ça c'est ça, le relativisme culturel de dire, c'était l'époque. Autre époque, autre mœurs. Mais non, il y a des gens qui voyaient tout ça clairement. Puis effectivement, c'est vraiment pas le seul. Là, on regarde David Hume, on regarde John Locke. C'est pas dur à trouver. Hein. Vous faites Racism Philosophy, vous allez trouver toutes sortes de citations gênantes là, pour l'histoire de la philosophie. Et je pense que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut... moi je suis prof de philosophie, il ne faut pas oublier de rappeler ces choses-là. Il faut constamment dire, oui, Hobbes a eu une théorie du contrat social qui est intéressante, mais regardez comment il était raciste. Puis ne pas balayer ça sous le tapis, parce que, je dois le dire, moi, dans mon apprentissage à l'Université de Montréal, on m'a jamais parlé de ces choses-là. Et pourquoi on me présenterait toutes ces choses-là en faisant comme si c'était pur, comme si c'était bon, alors que les théories peuvent être intéressantes, mais il faut les situer également. Puis c'était particulièrement présent à cette époque-là de la colonisation du Nouveau Monde. Thomas Hobbes est dans cette époque-là. Ceux que j'ai nommés aussi, Hume et Locke aussi. Puis il y a un débat qui est assez puéril, là, j'ai l'impression, de dire laquelle des écoles philosophiques de l'époque était la plus raciste. Puis c'est un débat actuel là, qui existe vraiment aux États-Unis présentement. Fait que là, il y a les rationalistes, puis les empiristes. C'est les 2 grandes écoles européennes à l'époque de philosophie. Quelqu'un comme Noam Chomsky va dire c'est les rationalistes qui sont le moins racistes. Pourquoi? Parce que quand les rationalistes disent, on a des structures mentales innées, si vous voulez, la liberté, quelque chose qui est assez métaphysique, c'est inné à l'être humain, puis là, je fais très court. Puis lui, ce qu'il dit, si on suppose ça chez les rationalistes, ça veut dire que tous les êtres humains sont égaux, donc le rationaliste serait potentiellement moins raciste. Il y a quelqu'un comme John Searle qui, lui, va dire, non, il faut pas comprendre le rationalisme de cette façon-là. Si on a des structures mentales innées, au contraire, ça voudrait dire que certains cerveaux sont mieux confectionnés que d'autres, et donc que le rationalisme pourrait
receler du racisme aussi. Ce genre de débat-là ne mène nulle part. Là. Il faut se le dire, là, vraiment, on nage dans l'insignifiance. Ça n'a rien de gagner un concours. Là. C'est ça. Mais vous faites œuvre utile quand même auprès de la nouvelle génération, c'est-à-dire de déjà au cégep de dire aux jeunes, faites attention à ces grandes déclarations, c'est l'Occident qui parle. Et c'est un monde de blanc vous leur donnez le contexte, là, la mise en contexte. Voilà, puis on en a déjà parlé, c'est des appels à l'autorité, mais des autorités, c'est toujours des autorités situées dans une culture, etc. Puis il faut le dire, il faut pas avoir peur de dire ces choses-là, parce que la tradition, oui, elle a des choses intéressantes à nous dire, mais elle a des bêtises à nous dire aussi. Je veux dire, bon, puis là, je pourrais remonter chez Aristote. Aristote dit des bêtises par rapport à la hiérarchisation des... En tout cas, c'est terrible. Mais c'est-à-dire, on remonte chez les Grecs quand même pour la fameuse... Nous, en anthropologie, on avait les racistes anthropologues. L'anthropologie naît dans un contexte raciste. Et il y a Morgan, Lewis Henry Morgan, qui reprend les barbares, les sauvages, les barbares et les civilisés. Mais ça vient, c'est les Grecs qui ont inventé ça. Voilà. C'est-à-dire, au niveau sauvage, c'est un mot grec. Ça. Puis quand t'es sauvage, t'es sauvage. Ça veut dire que tu vis tout nu dans le bois puis tu manges tes orteils. Voilà. Mais il y en a quand même, il y a quelques esprits éclairés, puis vous serez sûrement d'accord avec moi, Serge Montaigne. Oui. Montaigne qui respecte... Là, vous lui faites plaisir. Il faut le dire quand même. L'idée de nation, il respecte les nations d'Amérique, etc. Donc, il y a des exceptions à ça. Mais bon, toute cette espèce de qui est mieux dans l'histoire, il faut pas que ça masque. Là, puis je pense que ce qui est le plus fondamental, c'est un retour sur soi. Chacun doit faire le retour sur soi de quel réflexe potentiellement raciste ai-je encore moi-même. Puis là, je vais être très honnête, j'en ai vécu une situation comme celle-là moi-même. La semaine dernière, j'écoutais un panel de réalisateurs de documentaires autochtones qui discutaient d'un documentaire québécois qui est sorti en 2015 qui s'appelle Of the North. Et bon, c'est Dominique Gagnon qui a réalisé ce documentaire-là. Et ce que fait ce documentaire, c'est qu'il prend plein d'images sur YouTube, des images donc du domaine public, des gens du Grand Nord qui se sont mis sur YouTube dans des situations relativement personnelles. On trouve de tout et de rien, là, finalement, sur YouTube. Et il fait un collage avec ça. Finalement, ce qu'il a essayé de faire, c'est de montrer son amour pour le Grand Nord sans même y être allé. Et puis moi, j'ai écouté ça, puis on a crié au racisme là, très rapidement quand ce documentaire-là est sorti. Puis je dois dire, je l'ai écouté, puis je dis, j'ai l'impression qu'il essaie de dire qu'il aime le Grand Nord. Je comprends pas trop, etc. Et puis donc, j'écoutais ce panel la semaine dernière. Il y avait, sur ce panel, il y avait Audra Simpson, qui est professeure à l'Université Columbia. Il y avait la réalisatrice canadienne Alanis Obomsawin, qui disait, mais non, justement, on peut pas imposer un amour comme ça. On peut pas nous imposer, regardez comment je vous aime. Mais non, il faut écouter l'autre avant tout. Puis ça m'a fait complètement changer. Puis là, je me suis rendu compte, ben oui, je m'étais pas rendu compte qu'il y avait du racisme là. Puis j'ai fait un retour sur moi, puis je pense que tout le monde peut faire ce genre de retour-là. Jérémy McEwen, professeur de philosophie au Collège Montmorency, collaborateur en plus de notre émission, on dira ce qu'on voudra, animé par Rebecca McConnell. Merci beaucoup. En fait, merci. On pourrait dire Jérémy McEwen, professeur de philosophie, qu'on aurait aimé avoir quand on était jeunes, nous autres. Oui, ça c'est vrai. Je rêve la nuit. C'est trop gentil. Je suis jeune, puis c'est Jérémy qui rentre dans la classe. Salut Jérémy. Salut. En circuit fermé, avec Serge Bouchard. Bonsoir. Le petit pénis de Donald Trump. Joseph Arthur de Gobineau fut un écrivain français mineur du 19e siècle. Un artiste au talent médiocre, un intellectuel aux idées douteuses, un chasseur émérite de gros gibier, un diplomate gâté qui s'est promené de pays en pays aux frais de l'État. Profitant de missions relativement insignifiantes, il menait grand train de vie et s'amusait avec ses fusils. Il a tué des caribous à Terre-Neuve pendant qu'il négociait les droits français de pêche au large de l'île. Il se faisait appeler comte de Gobineau. On le retrouve en Grèce, en Turquie, en Iran, au Brésil. Il faisait donc partie de cette société de seigneurs coloniaux qui couraient les safaris aux quatre coins d'un monde qu'ils croyaient leur appartenir. Entre 1853 et 1855, il publia les 2 gros volumes de son œuvre maîtresse, Essai sur l'inégalité des races humaines. Cet écrit de fausse science, qualifié d'infâme par plus d'un, lui a assuré une notoriété posthume, certes, mais il a surtout eu une influence aussi majeure que toxique dans l'histoire. C'est lui qui a jugé que les humains se divisaient en 3 races, la blanche, la noire, la jaune.
À ces 3 grandes catégories, il faut ajouter les races primitives, nommément les Indiens d'Amérique, les Aborigènes australiens, les Océaniens, etc. Ceux-là n'étant, selon lui, que des résidus de la préhistoire. Dans son essai, Gobineau attribue à la race blanche, et notamment à la race aryenne, c'est-à-dire à la caucasienne supérieure, toutes les qualités de beauté, d'intelligence et d'ingéniosité. La race noire est, quant à elle, bien constituée physiquement, elle a le sens des émotions, mais elle est paresseuse et sans ressources. La jaune, selon ses propres mots, ne serait qu'une ébauche du Créateur, une race intelligente mais engluée dans les univers symboliques, mal à l'aise avec les outils de la raison. Il conclut, et je cite, ouvrez les guillemets, « Les 2 variétés inférieures de notre espèce, la race noire, la race jaune, sont le fond grossier, le coton et la laine que les familles secondaires de la race blanche assouplissent en y mêlant leur soie, tandis que le groupe arien, faisant circuler ses filets plus minces à travers les générations ennoblies, applique à leur surface, en éblouissant chef-d'œuvre, ses arabesques d'argent et d'or. » En fait, la conclusion de Gobineau portait sur les effets néfastes du métissage. Il prévoyait la mort de la race blanche supérieure à cause du métissage universel. Oui, on a enseigné l'inégalité des races de Gobineau dans les universités de l'Occident au 19e siècle. On a classé les races de la plus intelligente à la moins intelligente, de l'arien germano-britannique jusqu'aux aborigènes africains. De nombreux critères physiologiques et intellectuels furent employés à la preuve. Craniologie, poids du cerveau, tests d'intelligence, comme le QI par exemple. Vous avez bien entendu, poids du cerveau. On a longtemps cru qu'un gros cerveau donnait une grande intelligence. Toute cette pseudo-science s'est avérée fausse et grotesque, car cela n'existe pas, une race supérieure. Mais il en est resté quelque chose. Le compositeur allemand Richard Wagner s'est passionné pour l'œuvre de Gobineau. Adolf Hitler admirait Wagner. Tout est dans tout, comme on dit. Les idées de Gobineau sont encore bien vivantes. Le docteur J. Philip Rushton, psychologue canadien émérite, entretenait encore en 1990 le feu du racisme pseudo-scientifique. Il a bel et bien parlé du QI des Noirs, quotient intellectuel, de la relation entre la grosseur des organes génitaux et l'intelligence raciale. Plus tu as un gros pénis, moins tu es brillant. Croyance accréditée par le fameux docteur Mayou lors d'une émission de Tout le monde en parle. Sachez, monsieur Mayou, que le quotient intellectuel ne mesure que la bêtise de l'examinateur et que toutes les théories racialistes ont en commun leur imposture. À preuve, Donald Trump a déclaré en entrevue combien il croyait à la grande qualité de ses gènes germanico-ariens. En voilà un autre, un grand blond au petit pénis, aux petites mains, à la face jaune-orange, au cerveau volumineux, mais clairement handicapé sous le rapport de son bon fonctionnement. Finalement, un homme assez laid, très laid même, un blanc suprême, maladivement jaloux de la beauté du monde. Suivez nos animateurs sur Twitter, twitter.com/JPPlo et twitter.com/mammouth-laineux. Après Bernard Lévesque, directeur du Centre des loisirs, c'est le maire de cette île qui explique le problème indien, comme on dit là-bas. D'abord, ils n'ont jamais eu confiance aux Blancs, et est-ce qu'on peut franchement leur reprocher ça? Il reste encore qu'ils n'ont pas confiance. Ils sont toujours méfiants. L'Indien, il est très, très méfiant.
Seulement, c'est un bon citoyen, il n'y a pas d'erreur. C'est pas lui qui cause tant de troubles que ça. Mais l'Indien va prendre bien du temps. Dans les emplois, ben mon Dieu, on a juste quelques-uns qui sont permanents avec la compagnie. Quelques-uns. D'abord, eux-mêmes ne sont pas très assidus. On ne croit pas à l'heure, à 8h30 du matin. On trouve que c'est 5 jours par semaine. C'est pas tout à fait normal, cette vie-là. Parce que l'Indien est un type qui aime, je pense, de genre de bohème, qui aime vivre une vie à sa manière. Mais graduellement, il s'en vient avec le temps. Alors, c'était un extrait de l'émission de radio intitulée Faire sa vie, produite par la station régionale de Radio-Canada à Sept-Îles, extrait dans lequel on entendait Donald Gallienne, le maire de Sept-Îles, au sujet des Amérindiens. Et Serge, j'ai eu envie de diffuser cet extrait-là parce que, bon, je sais que vous connaissez bien ce territoire-là et les communautés qui vivent là-bas, mais aussi parce que ça m'apparaissait être un exemple assez frappant de racisme institutionnel qui s'exprimait ici par la parole, soit celle du maire de la place. On peut deviner qu'à l'époque, ça devenait légitime pour les citoyens de la place de tenir des propos racistes après avoir entendu son maire en tenir, lui aussi. C'est-à-dire, ce qu'on vient d'entendre du maire Donald Gallienne et ce qui se disait normalement à l'époque, une époque que j'ai connue, il n'y a rien de méchant dans ce qu'il dit. Rien. Je comprends, mais ça légitime après ça, comme collectivité, de tenir des propos... Mais retenez qu'il dit les Indiens. Il n'a pas dit les Inuits. Il ne spécifie pas de qui il parle. C'est les Indiens. Les Indiens en général. Donc, il y aurait des Indiens à cette île en général. Ces Indiens ne font pas partie de la société de cette île. On est en 1960, je sais pas quoi, là. 67 ou 1967. Cette île est un boomtown. C'est une ville champignon. C'est une ville industrielle. C'est l'Iron Ore dont il parle. Il parle de l'Iron Ore à Shefferville. Alors, il y a très peu d'Indiens, de montagnais, d'Inuits. Des montagnais, c'est les Inuits, qui travaillent à la compagnie. Alors, il remarque ça. Tous les gens qui viennent à cette île, qui viennent de Montréal, de Québec, de Lévis, qui viennent de Rimouski, ils travaillent. Ils travaillent. Ils se lèvent le matin puis ils s'en vont travailler. C'est dans la culture. Et ils notent, ils remarquent que eux, c'est pas les Inuits ne se lèvent pas le matin pour aller travailler. Et ils utilisent le mot sont un peu bohèmes. En fait, il n'y a rien de bien fort dans ce que Donald Gallienne dit. Cependant, à l'époque, lui, ce qu'il dit pas, c'est que dans la ville, à cette époque-là, il y a un racisme là qui est pas ce racisme subtil. Là. Les hôtels qui veulent pas accepter les Indiens, la langue Innu qu'on peut pas parler en public parce que tu peux te faire réprimander si tu parles Innu devant des francophones ou des anglophones. Le fait qu'on a une réserve indienne qui est Washat où c'est un ghetto. C'est un ghetto qui est fermé. Donc, deux communautés, deux solitudes, et une qui tape sur l'autre, finalement, et qui a pas de curiosité face à l'autre. Évidemment, cette île est un cas, mais partout au Canada, dans les villes champignons, c'était ça. Serge, la semaine prochaine, on va poursuivre, évidemment, ces réflexions-là sur ce sujet de très, très haute importance. Le racisme, on le fera avec qui? On va le faire avec Fabien Deglise, du journal Le Devoir, et Rioa Chong et Martine Delvaux, qui vont faire duo. Tout à fait. Pour rattraper ou réécouter nos émissions, c'est très simple. Il y a notre balado-diffusion à laquelle vous pouvez vous abonner. Autrement, visitez le site Internet de notre émission et consultez l'audiofile à l'adresse suivante. ici.radio-canada.ca/c'est fou. Oui, pour nous écrire par courriel, voici notre adresse c'est fou@radio-canada.ca. On est également sur Facebook, facebook.com/ici c'est fou. Sur ce, merci à Mathieu Fournier à la recherche. Merci également à Sophie-Hélène Gibson aux archives. Cette semaine, c'était Pierre Fontaine à la prise de son. Merci également à nos invités, Jenny-Laure Sully et Jérémy McEwan. Les dimestres de cette émission est Mathieu Arsenault. Je m'appelle Jean-Philippe Plot, Serge Bouchard. Merci à vous. Rentrez bien à la maison avec votre nouvelle voiture parce que je sais que votre légendaire vieille Honda a rendu l'âme cette semaine avec plus de 500 000 km au compteur. Est-ce que vous avez fait un rituel pour marquer la fin de cette époque? Non, j'ai pas été capable d'assister à l'enterrement. Non, c'est important les rites de passage dans la vie, Serge. Mais dans ce cas-là, je dérape. Bon, dans quelques instants, c'est la retransmission radio de l'émission de télévision Tout le monde en parle. Sur ce, on vous souhaite une très belle fin de soirée à l'écoute d'ici Radio-Canada Première. À dimanche prochain.